Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la structure de l'œil et de ses annexes. La vision est le sens le plus développé du corps humain. Plus de la moitié de nos récepteurs sensoriels sont situés dans les yeux et près de la moitié du cortex cérébral participe d'une certaine manière à traiter une information visuelle. C'est pour cela qu'on nous conseille souvent, lors de la mémorisation par exemple, de dessiner ou de voir des schémas en ce qui concerne l'anatomie notamment. La vision est le processus par lequel la lumière réfléchie par les objets de notre environnement est traduite en une image mentale. Ce processus peut être divisé en 3 étapes. La lumière entre dans l'œil et le cristallin focalise la lumière sur la rétine. Les photorécepteurs de la rétine transduisent l'énergie lumineuse en un signal électrique. Et enfin, les voies optiques de la rétine jusqu'au cerveau commencent à traiter les signaux électriques en images visuelles. Avant de voir comment se font ces processus, voyons d'abord brièvement l'anatomie de l'œil. L'œil est une sphère remplie de liquide située presque totalement dans l'orbite, ou la cavité orbitaire, où elle est protégée par du tissu adipeux. Et seulement le 6e antérieur de la surface de l'œil est visible. Cet œil est protégé par un nombre de structures annexes qui permettent une vision performante. Ce sont les sourcils, permettant de protéger les yeux de la lumière et des gouttes de sueur. Ils peuvent bouger grâce aux muscles orbiculaires des yeux. Les paupières sont de minces replis recouverts de peau, soutenus par du tissu conjonctif, appelé tarse supérieur et inférieur. Ces tarses servent d'ancrage aux muscles orbiculaires et élévateurs de la paupière. Les muscles des paupières ont une activité réflexe qui produit le clignement toutes les 3 à 7 secondes. À ces paupières sont associés plusieurs types de glandes, notamment les glandes tarsales ou glandes de Meibomus, qui produisent des sécrétions huileuses pour lubrifier les yeux et les paupières. Des glandes sudoripares modifiées ou glandes ciliaires, qui se trouvent entre les follicules pileux des cils, et enfin, au niveau du bord médial des yeux, se trouvent les caroncules lacrymales, qui contiennent elles aussi des glandes sébacées et sudoripares, qui produisent des sécrétions huileuses et blanchâtres. La 3e structure annexe est la conjonctive. C'est la muqueuse transparente qui tapisse les paupières et qui se replie sur la face antérieure du bulbe oculaire en recouvrant le blanc des yeux. Cette dernière a pour fonction principale de sécréter du mucus qui évite un dessèchement de l'œil. Enfin, l'appareil lacrymal est un ensemble constitué d'une glande lacrymale, de canalicules, de sac lacrymal et enfin de conduit nasolacrymal qui se jette dans le méa nasal inférieur. Cet ensemble permet de produire une sécrétion lacrymale ou larme contenant du mucus, des anticorps et du lysozyme, qui est une enzyme antibactérienne. Ces larmes sont sécrétées par stimulation des neurones parasympathiques du nerf facial. Le mouvement des yeux est contrôlé par 6 muscles, appelés muscles extrinsèques. Ces derniers permettent de suivre le mouvement d'un objet. 4 muscles, les muscles droits, possèdent une même insertion sur l'anneau tendineux commun ou anneau de Zen, à l'arrière de l'orbite, et se termine sur le globe oculaire avec une disposition particulière selon une spirale appelée spirale de Tillot, où la distance d'insertion par rapport à l'iris augmente de droite à gauche à partir du droit médial. Les 2 autres muscles sont le muscle oblique supérieur qui prend naissance sur l'anneau tendineux commun comme les autres et il décrit ensuite un angle droit passant à travers une trochlée ou poulie fibrocartilagineuse et se termine ensuite sur le globe oculaire en passant en dessous du muscle droit supérieur. Enfin, le dernier muscle est le muscle oblique inférieur qui naît de la face médiale de l'orbite et se termine sur la face inféro-latérale du bulbe. Chacun de ces muscles permet le mouvement de l'œil vers une direction précise. Les muscles qui permettent l'élévation de l'œil sont le droit supérieur, qui l'élève vers la droite, et l'oblique inférieur, qui l'élève vers l'extérieur et permet en plus une rotation médiale. Les muscles qui permettent l'abaissement sont le droit inférieur,
qui les baisse vers la droite et l'oblique supérieur qui l'abaisse vers la gauche et permet en plus une rotation latérale du globe. Enfin, pour l'adduction, c'est-à-dire le déplacement de l'œil médialement vers l'intérieur, il y a utilisation du droit médial et au contraire pour une abduction, c'est le muscle droit latéral. Ces différents muscles sont innervés par 3 principaux nerfs résumés dans cette mnémotechnique. C'est-à-dire que le droit latéral est innervé par l'abducens, l'oblique supérieur est innervé par le trochléaire et enfin, le reste est innervé par l'oculomoteur. Voyons maintenant brièvement la structure du bulbe oculaire. Le bulbe, ou le globe oculaire, est une sphère creuse formée de 3 tuniques, externes, vasculaires et internes, et remplie de liquide, les humeurs. Le cristallin, qui constitue la lentille de l'œil, va diviser ce bulbe en 2 segments, un segment antérieur et un segment postérieur. Ce segment postérieur est à son tour divisé en 2 chambres, antérieure et postérieure, et ceci par l'iris. La tunique externe ou fibreuse de l'œil est composée de tissu conjonctif dense et peu vascularisé, et elle est formée de 2 parties. La sclère ou la sclérotique en arrière, qui se prolonge en avant par la cornée. Cette dernière ne contient aucun vaisseau sanguin, et puisque la cornée est une sclérotique modifiée, certains considèrent qu'elle en fait partie. La seconde tunique est la tunique vasculaire du bulbe, ou UV, et elle est constituée de 3 éléments, la choroïde, le corps ciliaire et enfin l'iris. Mais comme ces dernières sont en continuité, certains considèrent que toutes ces couches font partie de la choroïde. Cette choroïde est riche en vaisseaux sanguins qui fournissent les nutriments pour toutes les tuniques du bulbe oculaire. Elle présente aussi des pigments bruns produits par des mélanocytes et qui ont pour fonction d'absorber la lumière et de l'empêcher de se réfléchir à l'intérieur de l'œil. En avant, la choroïde se modifie pour former le corps ciliaire. Ce dernier est responsable de l'accommodation et la production d'humeur aqueuse, et ceci par l'intermédiaire de ces 2 constituants. Les muscles ciliaires constitués de fibres musculaires entrecroisées, les procès-ciliaires retrouvés au niveau de la surface postérieure du corps ciliaire et qui ont pour fonction de produire l'humeur aqueuse par un transport actif, et enfin, on a la zonule ciliaire, appelée aussi ligament suspenseur du cristallin, qui s'étendent des procès ciliaires jusqu'au cristallin et qui transmettent au cristallin la tension du muscle ciliaire. L'iris est la partie antérieure de la tunique vasculaire. Elle est retrouvée entre la cornée et le cristallin et sa partie postérieure est unie au corps ciliaire. Elle présente sur sa partie antérieure des fibroblastes ainsi que des mélanocytes, et c'est le nombre de ces mélanocytes dans le stroma qui détermine la couleur des yeux d'une personne. Au niveau de sa partie postérieure, elle présente une double couche d'épithélium pigmenté, comme celui des corps ciliaires. La couche superficielle est richement pigmentée, et la couche profonde est formée de cellules myoépithéliales constituant le muscle dilatateur de la pupille. Cette dernière constitue l'ouverture centrale de l'iris. Le muscle dilatateur a une disposition radiale et lorsqu'il est stimulé par le système sympathique, il y a dilatation de la pupille. À côté de la pupille se trouve un autre muscle, le muscle sphincter, qui a une disposition circulaire et qui, lorsque stimulé par le système nerveux parasympathique, induit une constriction de la pupille. La tunique interne du globe oculaire constitue la rétine. Elle dérive embryologiquement du diencéphale et elle est constituée de 2 couches. La couche externe constitue la partie pigmentaire et la couche interne constitue la partie nerveuse. Ces 2 couches sont étroitement accolées mais pas fusionnées. La partie pigmentaire est formée d'une couche de cellules pigmentées. Ces cellules participent au renouvellement des cellules photoréceptrices et contiennent des réserves de vitamine A. La partie nerveuse de la rétine contient 3 types de neurones modifiés. Les photorécepteurs, qui se répartissent en cellules à cônes qui présentent une forte acuité visuelle et spécialisées dans la vision diurne, et cellules à bâtonnets dont l'acuité est moins puissante et qui est spécialisée dans la vision nocturne et crépusculaire. Les neurones bipolaires et enfin les cellules ganglionnaires. Ces cellules sont reliées entre elles par des synapses. À partir des cellules ganglionnaires
partent des axones qui constituent le nerf optique. Entre ces neurones se trouvent les cellules horizontales et les cellules amacrines qui jouent un rôle dans le traitement visuel. La rétine est divisée en deux segments, la rétine visuelle et la rétine aveugle, qui sont délimités par l'aura serrata. À la face postérieure du globe oculaire, on retrouve deux formations importantes. Le disque du nerf optique ou la tache aveugle, parce qu'elle ne présente pas de photorécepteurs, et c'est l'endroit de passage du nerf optique et des vaisseaux sanguins. Du côté latéral de ce disque se trouve la macula ou tache jaune. Dans le centre présente une petite dépression, la fovea centralis ou fossette centrale. C'est une région qui présente une accumulation de cellules à cônes et une diminution des autres cellules, ce qui permet à la lumière d'atteindre presque directement les photorécepteurs. La vascularisation de la rétine nerveuse se fait par deux sources. Le tiers externe est irrigué par des vaisseaux de la choroïde. Le sang passe donc à travers la partie pigmentaire avant d'atteindre la rétine nerveuse. Les deux tiers internes sont irrigués par des vaisseaux sanguins pénétrant et sortant du disque optique. C'est l'artère et la veine centrale de la rétine. Le cristallin est une lentille biconvexe élastique, avasculaire et transparente. Il comporte deux éléments, l'épithélium cuboïde du cristallin dont les cellules se divisent pour former le deuxième type de composant, qui sont les fibres du cristallin. Ces dernières sont des cellules épithéliales prismatiques et leur accumulation durant la vie induit la perte d'élasticité et de souplesse du cristallin. Enfin, comme on l'a déjà mentionné au tout début, le cristallin et sa zonule ciliaire divisent l'œil en un segment postérieur plus grand qui contient une substance gélatineuse qui contient beaucoup d'eau, c'est le corps ou l'humeur vitrée. Ce dernier permet de transmettre la lumière, de soutenir la face postérieure du cristallin et enfin de contribuer à la pression intraoculaire. Ce corps vitré ne se renouvelle pas. Le segment antérieur est lui-même subdivisé en deux chambres, antérieure entre la cornée et l'iris et qui est remplie de liquide transparent, c'est l'humeur aqueuse, et postérieure entre l'iris et le cristallin. Cette humeur aqueuse est continuellement renouvelée. Elle se forme au niveau des procès-ciliaires dans la chambre postérieure, puis passe vers la chambre antérieure, où elle se draine au niveau du sinus veineux de la sclère ou canal de Schlemm, qui est retrouvé au niveau de la limbe de la cornée, c'est-à-dire la jonction entre la sclère et la cornée. Récapitulons. Les yeux constituent les organes de la vision et ils sont protégés par plusieurs composants qui permettent notamment de les maintenir humides et d'empêcher l'entrée de germes. Le mouvement d'un œil est assuré par 6 muscles qui sont innervés par 3 nerfs différents. Le globe oculaire ou le bulbe oculaire est une sphère remplie de liquide, tapissée par 3 tuniques externes, vasculaires et internes. Il est divisé intérieurement en 2 segments, antérieur et postérieur par le cristallin, et le segment antérieur est à son tour divisé en 2 chambres par l'iris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à la semaine prochaine.